Matryoshka. On le sait bien, nous, dans Matryoshka, dans cette idée d'emboîtement de poupées russes, que rien n'arrive forcément par hasard. Et donc, forcément, quand on parle du désordre psychique de nos adolescents, on peut peut-être s'interroger sur le fait qu'en France, à peu près un Français sur 4 est aujourd'hui en dépression et que 13 millions de Français connaissent un désordre psychique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, forcément, on projette nos espoirs sur eux, nos envies sur eux. On attend énormément des générations futures et peut-être que ça rajoute à leur angoisse. D'autant que qu'est-ce que c'est un adolescent? Marie-Rose Moreau les connaît bien depuis 20 ans, elle les suit, elle les accompagne et elle va nous expliquer. Eh bien, l'adolescent est aussi fasciné par tout ce qui l'entoure. Elle nous l'explique. Comment ça pousse un adolescent aujourd'hui? Cet aspect narcissique et extrêmement individualiste, centré sur soi et son image, qui est effectivement tyrannique dans les réseaux sociaux, ça a une influence à l'adolescence. Je pense qu'à l'adolescence, si pour une raison ou une autre, on n'est pas exactement comme la vie rêvée du corps, eh bien, ça crée des tiraillements. Mais je pense que ça vient d'avant, parce que même les enfants ont une estime d'eux-mêmes. Et que ça ne vient pas que des parents, hein. Ça vient de la représentation que l'on se fait des enfants, nous, collectivement. Il y a des étapes clés par rapport à ça. Ben oui. La toute petite enfance jusqu'à 3 ans, où ce qui compte là, c'est la sécurité pour les enfants. Donc que les enfants se sentent sécures, aimés, protégés, mais vraiment qu'il n'y ait pas de rupture, quoi. Ça, c'est la question des tout petits. Et puis après, lorsqu'on va rentrer à l'école jusqu'à la préadolescence, là, c'est la construction identitaire, il faut que je ressemble aux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, il faut être très, très inclusif. Il faut qu'à l'école, tout le monde, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa classe sociale, ce type de famille dans lequel il vit, etc., qu'ils puissent être tous sans hiérarchie. Parce que les enfants perçoivent très tôt les différences, très 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 tôt. Et par exemple, sur la question du racisme, ils perçoivent très 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 tôt le fait que y en a un qui est plus blanc, l'autre qui est plus noir, l'autre qui est plus jaune, l'autre qui est plus violet. Ça, ils perçoivent très bien. D'ailleurs, dans les classes, on voit bien très jeunes qui se réunissent aussi par similitude, par ressemblance. Oui, mais ils perçoivent les différences et ils interrogent sur ces différences, c'est-à-dire pourquoi ma petite copine, elle a 2 pères, elle a 2 mères, elle a un papa de telle couleur, etc. Et là, va rentrer en compte quelque chose qui est très négatif pour le développement des enfants, qui est la hiérarchie. C'est-à-dire la perception des différences, ça c'est inéluctable. C'est pas la peine qu'on dise aux enfants, on est tous pareils, regarde, on est comme des fleurs d'un champ d'un champ. Oui, mais on est des fleurs de toutes les couleurs, ils le savent très bien, ils perçoivent bien tout ça. Mais la question, c'est qu'une fois qu'ils ont perçu des différences, ils peuvent effectivement, la réponse peut être, il y a des différences, mais les choses qui sont pareilles sont plus importantes que les choses qui nous différencient, et on fait tous partie de la même classe et du même groupe. Sauf que c'est pas tout à fait ça la plupart du temps qu'ils entendent. Ils perçoivent que les adultes font des différences entre ces enfants qui manifestement sont différents. Et donc à partir du moment où on introduit une hiérarchie, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que c'est si important à l'école, dans la société, que les enfants soient tous ensemble et que les enfants n'introduisent pas de hiérarchie, parce que sinon ils vont devenir racistes comme ceux qui ont parlé comme leurs parents ou comme la société. Donc là, les enfants, s'ils intègrent la hiérarchie, ils vont être discriminants et effectivement, ils vont être tyranniques à l'égard de ceux qui sont dans les minorités. Et puis après, il y a les adolescents. Les adolescents souvent remettent en question ces éléments-là, partiellement, et se reposent la question. Ils essayent de répondre eux-mêmes et pas ce qu'on leur a dit sur ces différences. Donc il y a, tout au long de ce développement va se jouer la question de la construction identitaire, mais aussi la question de qu'est-ce qui fait, pourquoi on est différents les uns des autres.
et donc de la réponse qu'on donne à ça. Vous suivez des enfants depuis 30 ans. Est-ce que vous les voyez vraiment évoluer ou est-ce que c'est la conscience ou la traduction de ce qui se passe qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a de plus en plus de maladies mentales chez nos adolescents? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on diagnostique plus? Les souffrances, pour moi, elles sont les mêmes. La vraie différence, c'est que les parents sont plus impliqués, comprennent mieux ce qui se passe pour leurs enfants. Et que les parents acceptent mieux aussi, ne le vivent pas trop comme quelque chose que ça ne devrait pas être, mais une blessure d'eux-mêmes. Et qu'ils comprennent finalement beaucoup mieux qu'il y a une souffrance d'un bébé, d'un enfant, d'un ado, et qu'on peut faire quelque chose, et que la famille, en général, c'est une solution dans cette affaire. Elle aide à soigner les enfants. Et elle aide d'autant plus qu'elle est consciente de ce qui se passe pour ses enfants. Donc moi, je trouve que ça, c'est la vraie différence. Mais après, si vous regardez les études épidémiologiques, oui. Qui, elles, sont évidemment sur des grandes échelles, elles ne disent pas exactement ça. Non, elles disent qu'il y a beaucoup plus de pathologies, qu'il y a beaucoup plus de souffrances. On est actuellement à 10 à 12% d'une classe d'âge qui est en souffrance. Ça fait beaucoup, c'est énorme. Quand moi j'ai commencé, c'était plutôt 7 à 8%. Peut-être qu'il y a des choses qu'on diagnostique plus tôt. Plus tôt, simplement plus tôt. Les troubles du neurodéveloppement, les troubles qu'on dit instrumentaux. Les troubles de l'attention. Oui, les troubles de l'attention, oui, en France, oui, les troubles de l'attention, voilà. Mais ça, pour moi, ça va dans les troubles instrumentaux, voilà. Ouais. Les troubles de l'attention, oui, oui. Les troubles du neurodéveloppement, les troubles de l'attention et les troubles lire, écrire, voilà. Donc ça, autour des apprentissages, parce qu'on a fait des progrès autour des... Voilà, c'est le progrès aussi qui fait qu'on y voit plus clair aussi sur ce qui arrive aux enfants. Troubles, voilà. Oui. Peut-être qu'on diagnostique mieux la dépression chez les ados, qu'on la laisse moins évoluer, parce qu'on a plus d'outils spécifiques. Il y a 30 ans, on n'en avait pas. C'est-à-dire qu'on essayait de diagnostiquer la dépression chez les adolescents avec le même outil que chez les adultes. Alors, donc on passait à côté d'un certain nombre de dépressions. Parce que la différence, c'est quoi? Parce que les adolescents, ils ont beau être déprimés, ce sont des adolescents. Donc ils vont avoir un comportement d'adolescent. Par exemple, si vous cherchez une tristesse, comme on peut avoir chez des adultes apragmatiques, qui ne peuvent plus se lever, ne peuvent plus aller travailler, ne peuvent plus rien faire, chez les adolescents, ça arrive, mais c'est pas du tout là. C'est entre deux moments de Bah oui, voilà, il peut être ici, là, on peut les entendre sauter, jouer, crier, danser, etc., embêter leurs amis. Et puis vous les voyez en entretien et vous vous dites, mais il est totalement déprimé, il y a un risque de passage à l'acte. Mais il sort de votre entretien, il vous embrasse, il vous dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes gentil. Oui, et il est déprimé et il risque de passer à l'acte. C'est-à-dire que, voilà, il reste des adolescents avec leur impulsivité, leur élan vital, même si par moments ils le perdent totalement. Mais ce que vous dites aussi au travers de tout ça, c'est que de votre lecture, il n'y a pas beaucoup plus de troubles qui apparaissent qu'avant. C'est juste que... c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Et alors, on parle de toutes les dissociations, des personnalisations et tout ça, c'est parce qu'on connaît mieux les mots? Oui, alors là où on a fait un progrès sur la question, c'est les dissociations secondaires à des événements traumatiques. Ça, il y a 30 ans, on ne savait pas qu'un événement traumatique pouvait entraîner une véritable dissociation, une coupure de la personnalité, en particulier chez les adolescents. Aujourd'hui, on le sait, on l'a appris dans les contextes de guerre, et puis maintenant, on sait le reconnaître et le diagnostiquer, le traiter dans les traumatismes de la vie quotidienne. Mais c'est ça, en fait, ce que vous dites, c'est très positif. Malgré tout, c'est qu'il y a des progrès diagnostiques, oui. On a des meilleures lunettes, on comprend mieux ce qu'on voit. Et on a des meilleurs traitements. On a des meilleurs traitements. On a des efficacités beaucoup plus grandes. Je prends l'exemple des troubles du comportement alimentaire dont on s'occupe beaucoup ici à la Maison de Solène. Moi, je me souviens des études que nous analysions quand j'étais interne. Et il y avait un risque de mortalité des jeunes filles, puisque c'était essentiellement des jeunes filles à cette période, qui était de 20%, qui était énorme. Aujourd'hui, il existe toujours, puisqu'il y a un risque de suicide, mais il reste des tas de souffrances et des tas de choses. Mais on sait que les thérapies familiales marchent très bien.
les thérapies familiales systémiques marchent très bien sur les troubles du comportement alimentaire, qu'on a des très bons résultats. C'est lourd, c'est complexe, c'est long, mais on y arrive beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Donc on a fait des vrais progrès. Donc ce que vous dites, si on dit en un mot, en gros ça va mieux qu'avant? On sait mieux qu'avant et on est donc plus capable de bien soigner nos adolescents. Il faut le savoir parce que ça nous évitera un préjugé comme quoi s'il arrive quelque chose pendant l'enfance ou l'adolescence, ben c'est foutu pour cet enfant. Non.